Dans le régime communiste de l'URSS, la peur et la censure sont des choses banales. Chaque faux pas peut être un aller simple pour le goulag. C'est dans ce milieu-là qu'a grandi Dimitri Shostakovich. Pourtant, il ne s'est jamais trop inquiété de ça. Lui, ce qu'il fait, c'est de plaire aux gens avec sa musique. Et il est bien parti pour ça parce qu'on le voit comme le compositeur le plus emblématique de sa génération. En fait, il obtient du succès. Toujours plus de succès sans se rendre compte que c'est ce qui va le mener à sa perte. Ses opéras sont acclamés, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça intrigue. Tout le monde veut aller écouter, et quand je dis tout le monde, c'est même le dirigeant du parti communiste, Joseph Staline. Oui, ce même Staline qui a envoyé ses ennemis politiques dans des camps de travaux forcés. Parce que dans son état, tout doit suivre sa vision. Même la musique. Shostakovich en est conscient de ça. Mais il continue de faire de la musique. Mais ce soir-là, du 26 janvier 1936, c'est la représentation de son dernier opéra, Lady Macbeth. L'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un employé de son mari. Et qui sera poussée au meurtre et au suicide. Les rideaux se baissent, le spectacle commence. L'acte 1 se passe bien, mais la suite de l'histoire ne plaît pas du tout à Staline. Tout ça ne rentre absolument pas dans ce qu'il voulait de l'art. Elle doit incarner l'héroïsme du peuple. Tout dedans doit être clair et populaire. Alors, furieux, il part en plein milieu. Quelques jours plus tard, dans le journal officiel du Parti communiste, on pourra y lire un article où le titre est « Le chaos remplace la musique ». La rumeur dit que c'est Staline qui l'aurait écrit. À ce moment-là, Shostakovich craint pour sa vie. Il est désigné comme un ennemi du peuple et ça veut dire qu'à partir de maintenant, il peut se faire arrêter à tout moment. Depuis ce jour-là, sa valise est prête au pied de son lit. Cette histoire, c'est celle d'un symbole qui tombe. Shostakovich, c'est l'enfant prodige, mais c'est aussi surtout l'emblème de la musique russe. Une musique qui a tout fait pour s'émanciper. Tout ça balayé d'un revers de la main. Entre drame et trahison, laisse-moi te raconter comment tous ces compositeurs se sont ligués contre l'URSS. Tout commence ici. On est à Petrograd en 1917. Le peuple russe est épuisé. La première guerre mondiale a fait beaucoup de morts. Et la famine persiste. Si on rajoute à ça une élite riche complètement coupée du monde, le peuple n'en peut plus, il craque et se révolte. Le tsar est renversé. Et un nouveau gouvernement provisoire arrive, mais ne fonctionne pas. C'est à ce moment-là que les bolcheviks arrivent. Ils ont une promesse simple. La paix, la terre et le pain. C'est avec cette formule qu'ils gagnent le soutien du peuple. Et en octobre, ils prennent le pouvoir par la force. C'est ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Et maintenant qu'ils sont à la tête de l'État, ils peuvent imposer leur vision parfaite de la société. Une société communiste. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de classe sociale, pas d'échange de valeurs. Tout ce qui existe appartient à tout le monde. Et pour ce qui est de la musique, ça veut dire une culture révolutionnaire, qui est accessible à tout le monde, et qui est surtout pas bourgeoise. Mais à quoi est-ce que ça peut ressembler cette musique? C'est grosso modo tout ce qui peut servir à l'idéologie. Donc des chœurs, des chansons révolutionnaires. Et dans l'opéra, il faut que ça montre la gloire du peuple. Je crois qu'on commence à comprendre pourquoi Staline n'a pas apprécié l'opéra de Shostakovich. Mais bref, voilà à quoi ressemble une musique bien révolutionnaire. Mais la musique peut prendre aussi une forme différente. Par exemple, une symphonie qui fait appel à des sirènes d'usine, les navires de toute une flotte, 2 batteries d'artillerie, 7 régiments d'infanterie, des clochers de camions, des hydravions, 25 locomotives et encore bien d'autres. J'ai vraiment l'impression que c'est bien russe de faire ça. Bon, cette musique est un peu particulière, alors je te laisse juger du résultat. Il faut bien que tu comprennes que l'essence de cet art, il rejette tout ce qui est individuel ou complexe. Et pour certains compositeurs, c'est juste pas possible. Alors ils fuient le pays. C'est le cas du grand pianiste et chef d'orchestre, Sergueï Rachmaninov. Et il a très bien fait parce que sans ça, on n'aurait pu jamais avoir son 2e concerto, qui est un pur bijou. Bien sûr, il n'y a pas que ça de lui, mais je suis obligé de mentionner ses préludes et ses études tableaux. De la même manière, on a Igor Stravinsky, qui n'aurait jamais pu exprimer son plein potentiel s'il était resté. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment fui? Il y a 2 vraies raisons. La première, c'est qu'ils étaient obligés de fuir la censure. Mais l'autre raison, c'est qu'ils font partie de la bourgeoisie cultivée. C'est à eux qu'on a pris les maisons. Et c'est sur eux que plane le risque de mort. Alors, évidemment, le choix est vite fait. Et on a aussi le compositeur Prokofiev, qui lui aussi va fuir. Et après quelques années hors de son pays, il est nostalgique et il se fait tenter. Les bolcheviks lui promettent que s'il revient, il aura une maison, un bon poste et aussi une maison de campagne. Prokofiev est tenté, il revient définitivement à Moscou. Mais tu sais ce qui se passe cette même année ?
L'opéra de Shostakovich, Lady Macbeth. Oui, on en revient encore une fois. En fait, pour être exact, la période où il s'est fait censurer, c'est en 1936. Mais son opéra, il est sorti quelques années plus tôt et il a été joué quand même plusieurs fois. Maintenant que Prokofiev est revenu, la censure de cet opéra, c'est un peu un signal fort. C'est une manière de dire, vous allez tous vous plier au régime, sinon c'est le goulag. Mais Prokofiev se persuade qu'il ne lui arrivera rien. D'une certaine manière, on lui fait comprendre que se réinstaller en URSS, c'est redorer son blason auprès du parti communiste. Pour être honnête avec toi, à ce moment-là de la vidéo, j'étais en train de chercher un côté révolutionnaire chez Prokofiev. Quelque chose de plus ou moins concret pour montrer à quel point il s'était rebellé. Mais en fait, j'ai pas trouvé grand chose. Mais dès ce que j'ai lu, Prokofiev, il a sûrement pas dû apprécier le parti communiste. Mais en fait, il s'est enfermé et il faisait de la musique tout en essayant de correspondre au mieux aux attentes. Quand on lui dit qu'il est trop formaliste et bourgeois, il écoute et il essaye de faire de son mieux. Alors pour essayer de se rattraper, il compose une cantate pour le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre. Mais on peut pas lui retirer qu'il c'était un génie. Ou du moins, il était extrêmement doué. Même pédagogiquement, quand on lui suggère une pièce pour initier les enfants à la musique classique, il compose Pierre et le Loup. En fait, mon ressenti sur Prokofiev, c'est que c'était quelqu'un de gentil et naïf. Ce qui me fait dire ça, c'est que pour Pierre et le Loup, il n'a pas cherché à négocier un salaire, il était juste content du projet et il a dit « payez-moi ce que vous pouvez ». Et pour le côté naïf, le fait de revenir en Russie alors que c'était vraiment pas une bonne idée. Mais par contre, rien à voir, fallait absolument que je mette ça quelque part. Plus sérieusement, je trouve ça terrible d'avoir fait taire un talent comme ça. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'il est presque mort dans l'anonymat. En raison d'une hémorragie cérébrale, il va s'éteindre quelques heures avant Staline. L'information de sa mort sera révélée que 6 jours plus tard. Il faudra attendre 1 an pour pouvoir jouer ses œuvres librement. Parmi les compositeurs qui ont résisté, on retrouve évidemment Shostakovich. Mais cette fois, j'aimerais t'en dire un petit peu plus sur lui. Maintenant que tu le sais, il a été censuré. Et être musicien sans pouvoir jouer ses œuvres, c'est vraiment compliqué. Après cet événement, il va faire quelque chose de très particulier. Il va se plier au code, enfin, en apparence. Et c'est pas comme s'il avait vraiment le choix. Mais entre les lignes, il va nous raconter ce qu'il a vraiment sur le cœur. C'est tout ce qu'il va nous transmettre dans sa 5e symphonie. Plus tard dans sa vie, il dira « Je ne croirais jamais qu'un homme qui ne comprenait rien ait pu ressentir la 5e symphonie. » Bien sûr qu'il comprenait. Il comprenait ce qui se passait autour d'eux, il comprenait le sens de la 5e. Et c'est vrai, si on écoute avec le cœur, on entend un sens totalement différent. C'est ce que le musicologue André Lisk appelle la dualité de l'enfer. Il fait dire à sa musique l'inverse de ce qu'elle dit. Prenez par exemple sa 5e symphonie. Le final sonne comme une apothéose, mais il est en fait une dérision de la musique officielle. Sa violence donne la sensation d'entendre quelqu'un qui se fait taper sur le crâne et qui doit ensuite crier « Vive le régime soviétique !» Et c'est ça qu'il y a de beau dans l'art, même au milieu de toutes ces horreurs. Il y aura toujours un artiste pour s'exprimer, quand bien même il est muselé. Alors, si la vidéo t'a plu, abonne-toi.